Podcast. Est-ce que tu as vu cette espèce de supplice chinois de la succession des keynotes technologiques, donc Google, Microsoft et Meta? Est-ce que tu as suivi leurs annonces? Alors, un tout petit peu. J'ai vu que Facebook avait sorti son casque cher. J'aime le dire de manière un peu idiote, exprès bien sûr, mais voilà. J'ai vu que Microsoft... Non, j'ai rien vu Microsoft en fait. Plutôt. Non, si, j'ai vu Microsoft avait appelé mes Surface Pro 9 une Surface qui succédait à la Surface Pro X. Un move de Microsoft, très Microsoft. J'y avais pas pensé, mais oui, C'est vrai. extraordinaire quand même quand ils pensent cette boîte. Oui. Genre... Oui. Et j'ai vu que... Je crois que c'est tout ce que j'ai suivi, plus ou moins. En fait, je lis... pardon, je suis désolé, mais je vais... c'est pas pour te flatter ni flatter qui que ce soit qui nous écoute de cette équipe, mais mes news technologiques, c'est juste Play by IGN, c'est tout. C'est vraiment que ça. Je n'ai rien entendu. Je suis... j'ai un avis sur ce que raconte Zuckerberg, qui est pas forcément d'ailleurs l'avis que les gens me prêteraient comme ça, en m'écoutant dans ce podcast. Pourquoi ça m'étonne pas? Mais voilà. Je sais qu'on en reparlera. J'ai rien à dire sur Microsoft. La Surface fonctionne enfin à peu près correctement après 10 ans et c'est intéressant, mais c'est pas le futur. Enfin, c'est au mieux c'est le présent, au pire c'est le passé, quoi. Je veux dire, mais bon, oui, c'est pas le futur. C'est un super présent, c'est un très bon produit. Il y a aucun souci, il y a rien à redire, mais c'est pas le futur. Non. J'ai regardé le keynote de Google avec un grand intérêt et je suis fasciné par ce qu'ils font avec la photo. D'abord, je suis fasciné qu'ils se soient sentis obligés de tacler Apple pour ensuite réannoncer toutes les nouveautés d'iOS 16 en disant non, c'est nous qui les avons inventées, mais bon, bref. Complexe. C'est le jeu. Ouais. C'est le jeu. Ouais. Je suis assez fasciné de ce qu'ils font avec la photo parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression... Tu sais, sur les emballages, quand il y a marqué suggestion de présentation, ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu pareil maintenant quand tu prends une photo. C'est tu pointes et tu dis à ton téléphone suggestion de présentation. Ah, c'est pas mal ça. Et c'est un peu une incantation. Tu sais, comme avec Dali, j'aime bien les gens qui appellent les phrases que tu tapes à Dali, ils appellent ça des incantations, des sorts, j'aime bien. Il y a un côté un peu... Mais c'est tellement ça. Et un peu démoniaque, et un peu, c'est jamais ce que t'attends, et il y a toujours des conséquences imprévues et mauvaises. J'aime beaucoup. C'est brillant. C'est parfaitement le bon mot. C'est exactement le bon mot. Non, alors, bizarrement, je sais que ça va t'étonner, mais oui, ça me parle beaucoup. Et il y a un peu de ça, quoi, avec les téléphones de Google. C'est tu pointes la réalité, tu dis au téléphone, bah, vas-y, choisis ce que tu as envie d'en faire. C'est-à-dire le moment où tu appuies sur le déclencheur n'est plus le moment où la photo est prise. Un pixel n'est plus un pixel. Le zoom n'est plus le zoom. Les couleurs ne sont plus... Enfin, déjà que la photo numérique, c'était les couleurs n'existent pas et on réinvente des couleurs et on fait du dématrissage et bon, voilà. Mais alors là, on est vraiment sur des trucs... Et ça me posait question parce qu'en face de ça, il y a des siècles de culture de l'image. Je lis le bouquin de David Marx dont on parlait de son excellent article sur la culture populaire. Ah, alors tu vois, quand t'as marqué Marx dans les notes, je crois que c'était Karl Marx, je me disais mais à quel moment il parle de culture et d'image, Karl Marx? Et du coup j'attendais avec impatience que tu me parles de ça parce que j'étais très très dans l'interrogation. Non mais ok, excuse-moi, je t'écoute. Donc les gens, y compris les gens qui comme nous sont un peu au fait de ce qui est en train de se passer avec la manipulation de l'image, je veux dire, ils ont une culture photographique. Enfin voilà, quand ils sont face à une photo, ils ont des réactions. Et le problème que j'ai avec ce que Google est en train de faire, c'est que tout ça est une boîte noire, tout l'algorithme est une boîte noire, il n'y a aucune transparence finalement sur la manière dont il réinterprète la réalité. Et où le souci que ça me pose, j'avais déjà parlé de fake photos et je pourrais accuser Apple et Samsung de la même chose, et il faut le faire, mais je crois que Google pousse le truc à son paroxysme. Oui, très clairement. Ça commence à me faire sérieusement peur, parce qu'en fait, toutes les photos produites aujourd'hui sont des fausses photos, sont des manipulations de la réalité, des réinterprétations de la réalité par l'intelligence dite artificielle. C'est-à-dire que là, on n'est même plus seulement en train de dire on a des choix de couleurs, là c'est carrément on invente des pixels et on invente des objets à partir de ce qu'on pense qu'ils sont. Et donc on crée de la désinformation massive. Je trouve ça commence vraiment à m'effrayer, quoi. Oui, en fait, il y a deux flux qui sont en fait parallèles, je crois. Et celui-là que tu décris très très bien. Et je pense qu'il n'est pas assez souligné. Parce que
En fait, c'est une tendance qui est, j'allais dire insidieuse. En fait, elle est pas si insidieuse que ça parce qu'elle est quand même très rapide. Mais insidieuse dans le sens où on se rend pas compte au quotidien de ce que ça change. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est super rapide et en même temps, personne le voit. Imperceptible, ouais, dans un sens. Ouais. Hyper rapide, mais très peu perceptible. Et de l'autre côté, c'est la simple présence de l'appareil photo dans la vie, et de la caméra dans la vie de tous les jours. J'ai discuté avec une amie avant-hier qui me disait que dans sa jeunesse, c'est une amie qui a une cinquantaine d'années, dans sa jeunesse, elle dansait sur les bars des restaurants en chantant des chansons cochonnes, et qu'aujourd'hui elle pourrait plus se permettre, pas seulement en termes au niveau de sa souplesse ou quoi que ce soit, mais aussi parce que tout le monde a son smartphone sur soi, c'est des choses qui sont impensables aujourd'hui. Les moments ne peuvent plus être gratuits, dans un sens. Oui, on parlait de spontanéité ou d'anonymat, quelque part, la spontanéité anonyme, c'est foutu. Quoi. Ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, il y a une viralité qui existe qui est en somme arbitraire parce que c'est les dieux des algorithmes qui décident si t'es célèbre un jour ou l'autre. Cette amie toujours, elle me parlait d'une de ses amies à elle qui joue de la scie musicale et qui fait ça depuis genre 25 ans dans son coin toute seule et un beau jour, une de ses vidéos a été vue 25 millions de fois et voilà. Du jour au lendemain, elle a rien fait pour, elle a rien fait contre. Elle avait 30 personnes qui regardaient ses vidéos auparavant et voilà quoi. C'est quand même très bizarre, quoi. Ça change tous les rapports qu'il y a entre les êtres humains, je pense. Et en même temps, le nombre de vidéos virales qui sont des fabrications complètes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on organise la spontanéité. En fait, ce sont des acteurs qui sont là, qui font semblant que ce sont des vidéos prises sur le vif. Il y a évidemment trop d'angles, et c'est évidemment trop bien filmé. Les gens parlent évidemment trop bien, ils sont évidemment trop beaux pour que tout ça soit vrai. Mais les gens qui regardent ça, qui en plus ont des problèmes même à concevoir leur propre image, on en a déjà parlé dans ce podcast. Bien sûr. Et se croient plus beaux qu'ils ne sont vraiment, quand ils voient ça, quand ils voient cette réalité sublimée, se disent oui, évidemment, c'est réel. Et on casse tout, c'est-à-dire que on tourne des images mises en scène avec des appareils qui vont réinterpréter ces images. Enfin, ça me... Moi, ça me casse le cerveau. C'est en train de me casser le cerveau. Et je crois que c'est le but. Je crois que, enfin, à mon avis, la seule possibilité qu'a le capitalisme de rester en vie, c'est ça. C'est de tout fondre dans un même creuset et restituer une sorte de pâte qui est à son goût, quoi. Il faut le relativisme. C'est toi le mec de gauche en fait. Non mais le relativisme, ça c'est le chrétien qui parle, mais le relativisme doit être absolu. C'est-à-dire que il y a pas d'autre possibilité. La réalité rappelle trop, enfin est trop l'ennemi du capitalisme pour continuer à exister de manière impunément comme ça, quoi. Ouais. Et puis en face de ça, t'as Mark Zuckerberg qui t'explique on va inventer la nouvelle réalité. C'est ça. Laquelle? De toute façon, ça peut être que anti-humain, parce que par la nature, ça l'est de toute façon. Anti-naturel, évidemment. Et ce qui est très triste, plus qu'effrayant, je dirais, vraiment triste, c'est que c'est avec notre assentiment, quoi. Je veux dire, je suis premier, bien sûr, à y souscrire, dans une certaine mesure, et je pense que c'est assez plié que on y souscrira tous d'ici 10-20 ans, quoi. Sauf événement. Et puis, oui, sauf à vouloir, comme je le dis souvent, et je suis de plus en plus sérieux quand je le dis, sauf à vouloir aller élever des chefs dans le Larzac, quoi. Non, je pense vraiment que c'est la seule manière de sauver son humanité, ouais. Sur ces bonnes paroles. C'est le mois d'octobre, c'est le mois de la positivité. Regardez. Eh ben écoute, j'ai continué à regarder Les Anneaux de Pouvoir, qui portent très mal leur nom parce que j'en peux plus. Mais je suis très fier de ma blague. Mais je vais. Merci. Non, enfin c'est. En fait, alors je suis quelqu'un de très faible en termes de principe. C'est-à-dire que je vais me faire une opinion sur quelque chose, je vais lire quelque chose qui contredit cette opinion et je vais me dire cette personne a sans doute raison et mon opinion du coup initiale est complètement fragilisée et j'y crois plus. Donc j'essaie de maintenir cette espèce de dégoût que j'ai des Anneaux de Pouvoir parce que je crois vraiment que c'est quelque chose de légitime et de réaliste. Mais je lis sur internet des choses qui essaient de défendre ça et du coup forcément il y a des brèches dans ma défense. Mais non, je pense vraiment que c'est une mauvaise série à beaucoup d'égards. Je veux bien croire que les gens qui l'ont faite sont animés de très bonnes intentions,
mais il y a une incompatibilité fondamentale entre la vision moderne qui est présentée là-dedans et les écrits de Tolkien. Et je crois vraiment que c'est juste ça. C'est la guerre en fait entre... Attention, je vais citer le Japon là, entre tradition et modernité. Mais je crois que les deux univers sont en fait irréconciliables et qu'on essaie de mettre un rond dans un trou carré ou vice versa quoi. Donc rien ne marche pour cette raison. Il y a aussi tous les problèmes d'écriture bien entendu. Il y a aussi le problème que tout le monde est complètement con bien entendu. Il y a aussi les problèmes des décors, des costumes, beaucoup de problèmes. Mais principalement la racine, c'est que on donne une lecture moderne. Enfin on a donné à des gens modernes l'adaptation d'une œuvre qui n'est pas du tout moderne, qui est très anti-moderne en fait. Tu vois, c'est intéressant parce que je regarde House of Dragons, donc qui est l'autre série un peu à la mode du moment, dans un autre univers. Très anti-Tolkien elle aussi pour le coup. Complètement. Ouais. Et bon, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même série que tu regardes en boucle, donc il y a quelque chose de très confortable dans le truc très inconfortable, parce que tu vois des gens se faire violer, se faire tuer, enfin c'est toujours la même chose, c'est un peu fatigant. Et en fait, c'est pas la narration qui me sort du truc, c'est la technique. C'est-à-dire que quelque part, c'est l'argument complètement inverse du tien, et notamment le fait que c'est littéralement impossible à regarder. Il y a dans un épisode que j'ai fini par laisser tomber, quelque chose comme 17 minutes, à moins d'une candela par mètre carré de luminosité. Donc tu ne peux physiquement pas, littéralement pas regarder cette scène avec une télé normale, même une télé 4K HDR comme la mienne. Il y a un moment, il y a des gens qui... grand onanisme hollywoodien, qui se sont dit non, on a des super écrans de monitoring, on va faire un truc, on va... Dolby Vision, machin, truc muche, 14 bits de profondeur, truc muche, machin, c'est dark, on va faire super dark. Et ils ont oublié qu'en face, il y avait des gens qui devaient regarder la série. Ouais. Le côté purement masturbatoire, éjaculatoire de la chose, quoi. Regarde. Et toi, t'es là, tu fais... J'en ai dans l'œil, ouais, zut. J'ai passé l'âge des faciales, quoi. Il n'y a pas d'âge pour le bukake, Anthony. Il n'y a pas d'âge pour le bukake. Ouais, ce sera le titre de cet épisode. Oh. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi ? Bon, alors on regarde toujours de 30 Rock en parallèle. Autre ambiance. Pour le coup, très réussi cette série. Enfin, c'est un feu nourri de blagues et de sketchs. C'est tellement drôle. Tu en es où ? On en est à la fin de la saison 5, je crois. C'est ça, fin de la saison 5. Donc je crois qu'après, ça... Je pense pas que ça puisse devenir meilleur que ça, en fait. T'es à la fin de l'âge d'or. C'est ça. Mais ça se voit parce que, enfin... Saison 4, saison 5, c'est brillant. C'est juste brillant. C'est vraiment la comédie américaine dans ce qu'elle fait de mieux, ouais. Je trouve. Tout le monde en prend pour son grade, mais c'est jamais méchant. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Ça me fait le même effet que les S2, S3 de Parks and Rec. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le pic. Ouais. C'est très, très bien. Ouais. Et tu vois, automne, saison de contraste. Tradition et modernité. C'est bien, on peut continuer. J'avais regardé le Borgen original pour pouvoir regarder le Borgen à la sauce Netflix. Et c'est bien parce que j'ai l'impression que ça dit quelque chose de la manière dont la télé a changé en 10 ans. Tu vois, c'était une série évidemment nordique, évidemment de la télé et de la télé publique même, il me semble. Enfin, il y a un côté très... oui, c'est un pull-over en hiver, quoi. Tu vois, et là, il y a vraiment un côté, c'est un truc produit par Netflix, à une époque aussi déprimée que 2022, où tout ce qui nous intéresse, c'est la question du futur de la planète. Tout le monde est usé, tout le monde est crevé, il y a des burn-out, tu vois, il y a presque un côté documentaire, presque beaucoup plus quelque part que dans les séries originelles qui disent quelque chose du jeu politique nordique évidemment et qui le disent très bien, mais enfin voilà, il y a toujours un écart avec la réalité qui est évident. Là, il y a un côté, c'est presque trop réaliste, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Évidemment qu'il faut pas aller cramer le pétrole groenlandais, tu vois. Non. Et c'est bien. Je crois le recommander aux gens qui ont adoré Borgen, mais il faut le regarder presque comme un truc à côté, pas comme la suite. Mon petit combat, on va dire, tous les 3 mois, c'est de voir un Ghibli avec Adrien, qui déteste les Ghibli. Comment ça ? Non, dans le sens où
Il est où? C'est surtout le style graphique, je crois, qui le fait sortir un peu de l'immersion et il est assez artiste quand même. Et du coup, dès que ça va pas sur le graphique, il a du mal à être dans le truc. En vrai, je comprends. Et puis je pense aussi qu'il est un peu snob comme moi, tu vois. Et donc si quelque chose est trop adulé dans un domaine où il connaît quand même un peu certaines choses, il est moins enclin à s'intéresser à ça. Non, mais c'est bien, il était trop parfait, c'est bien qu'il ait un défaut évident. Non, mais moi, c'est un sketch, tu vois, à chaque fois, je dis, du coup, ce soir, on regarde la Ghibli. Et lui de vomir en horreur. Et du coup, on a regardé Porco Rosso, là, il y a 2 jours, là. C'est bien. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment. Je sais pas, tout va bien, quoi. Genre, c'est magnifique. C'est bien raconté. Et les personnages ont... En fait, ce que j'aime dans les Ghibli, qui est aussi dans d'autres films, mais particulièrement dans les Ghibli, c'est le... de Miyazaki, c'est l'idéalisme des personnages. Et leur force, qui est une force purement de caractère, et pas du tout une force oppressive comme on la voit aujourd'hui, comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que mon impression, c'est qu'on essaye aujourd'hui vraiment de lutter de manière violente les uns contre les autres et de remplacer une force oppressive par une autre. Il y a une tectonique des plaques, quoi. Ici, c'est beaucoup plus dans la volonté, dans l'exercice de certaines qualités que les héros et les héroïnes, en particulier, je trouve qu'elles ont vraiment une place intéressante, se distinguent et tirent vers le haut, quoi. Et je trouve ça... Enfin, c'est vraiment... J'aime pas les films d'aujourd'hui, en général, parce que ça me tire vers le bas, souvent. Ça me rend soit triste, soit ça me fait peur, soit ça me... Il y a trop de violence, il y a trop de gore, ceci, cela, bon voilà, parce que je suis une tafiole. Mais il y a aussi vraiment ce côté moral qui est... j'ai besoin d'être... de ce que cette fenêtre d'1h30, 2h, parfois 2h30, c'est quand même très long, me tire vers le haut, quoi, m'enthousiasme. Et Miyazaki réussit très bien à faire ça. Ce que j'aime beaucoup dans les Ghibli de Miyazaki, c'est l'absence quasi systématique d'antagonistes extérieurs. L'antagonisme, il est toujours intérieur. Ouais, c'est vrai. Les ennemis extérieurs sont pas si terribles que ça. Oui. Et où c'est qui est quelque part le miroir de ce que tu dis sur la force de caractère, c'est-à-dire c'est la force et la faiblesse du caractère. Et où le mouvement social, pour dire en 2 mots ce que tu as dit en 2 minutes, il est finalement vu à travers le prisme du mouvement intérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'un individu, tu ne vois que des individus, mais à travers les individus, tu vois des emblèmes d'une société. Oui, exact. Et il est capable, à travers un seul personnage, notamment dans ceux qui sont plus ancrés dans l'histoire, à travers un personnage, il est capable de te résumer une société. Et je trouve ça... voir des pans entiers de l'histoire du Japon. Et c'est fantastique. C'est merveilleux. Ouais. Et Porco Rosso, dans le genre, il est... c'est... Il faut presque le montrer en cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est... Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça marcherait, quoi. Faut que je m'excuse auprès de Fabrice qui nous écoute peut-être, parce que lui aussi il déteste Ghibli, donc je pense que... Ça en fait des gens qui aiment pas la vie, quand même. Et si on écoutait quelque chose? Ah non, t'as vu encore un dernier truc, toi? Oui, mais qui est quelque part écouté aussi. J'ai fini par regarder le West Side Story de Spielberg, tout simplement parce qu'il est disponible sur ma télé maintenant, et que je ne voulais pas aller au cinéma jusque-là. Eh ben, oui. Genre, oui. Ok. C'est assez rare Non, oui, c'est tout. Ça me va. Il y a juste rien à dire, quoi. Oui. Tout est bien. Et accessoirement, on peut le voir avec une télé normale. Il n'y a pas besoin de... Bon. C'est le genre de remake que j'apprécie parce que c'est suffisamment tardif pour être un bon remake. Enfin, pour potentiellement un bon remake. Il y a comme Rebecca... Enfin, alors, à l'inverse de Rebecca, qui était un mauvais remake sur Netflix, mais... Enfin, moins bon que l'original. Mais le West Side Story, ouais, il faut que je le voie, je pense. J'ai hâte, ouais. Ah, j'adore l'original, mais il est évidemment pétri de problèmes.
Ne serait-ce que faire jouer... Enfin, le casting va pas, quoi. Toutes les couleurs de peau vont pas. Après, comme dans toute comédie musicale, en même temps, tu vas à Broadway. Ah, peut-être aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais bon. Ouais. Mais quelque part, si tu veux, c'est aussi un film très moderne. Voilà, Ouais. c'est où il y a de grands enjeux de représentativité, mais qui est pas fait de manière servile. C'est-à-dire que, pour parler de manière affreuse, on a pris les meilleurs spécimens de l'humanité pour faire ce film, et c'est superbe. Enfin, c'est beau, quoi. C'est beau dans la richesse de la diversité et beau dans la musique. Et en plus, Spielberg a eu la bonne idée de coller beaucoup plus à la comédie musicale qu'au film original. Et la comédie musicale a toujours été supérieure au film. Bonne idée, Spielberg. Et techniquement, c'est superbe, quoi. Ça reste du Spielberg avec du fric et des moyens actuels, mais pas... Pas tape à l'œil, quoi. Il y a de la 3D, mais c'est pas de la grosse 3D, quoi. Tu vois, ouais. Et en même temps, il a une culture cinématographique infinie, donc il y a des rappels à toute l'histoire de la cinématographie, des plans emblématiques, des manières de faire bouger la caméra, des manières d'ailleurs même de peindre les arrière-plans, alors que tu pourrais ne pas les peindre, les arrière-plans. C'est beau. Ça mérite complètement, pour une fois, d'avoir gagné tout ce que ça a gagné, et ça aurait pu en gagner encore plus. Et je ferai pas la fine bouche. Notez ce jour d'une pierre blanche, il a dit du bien d'un truc populaire. Anthony est satisfait. Attention. Peut-être que c'est un des signes avant-coureurs de la fin des temps aussi. On est vraiment dans la merde. Écoutons donc. Eh bien, écoutons. J'ai écouté le dernier forfait de Björk qui s'appelle Fossora. Je suis vraiment étonné. Ah oui, bah oui. Alors, j'aimerais bien faire un petit laïus sur Björk. Je peux ou pas? J'ai fait un laïus sur Spielberg, donc t'as le droit. Ça va être plus long. Non, en fait, c'est embêtant, Björk, un peu, parce que il me semble que quoi qu'elle fasse, j'aimerais toujours un peu bien, tu vois. Genre, au moins un peu, au moins dans l'idée de ce qu'elle fait. Alors, à la base, pourtant, moi, je déteste l'art contemporain. Je suis en désaccord quasi complet avec les idées de Björk elle-même, mais donc forcément, tu vois, je me remets un peu en question et tout. Et en fait, si je remonte à la genèse de ma rencontre avec Björk, rencontre artistique bien sûr, pas physique, j'ai commencé à m'intéresser à Björk un peu je pense un peu par snobisme à l'époque, mais aussi sans doute par affinité, par recherche un peu de différence, enfin de similarité dans la différence. C'est-à-dire que j'étais pas mal un outsider dans mon parcours scolaire, quoi. Bon, un peu timide, un peu pédé, tu vois ce que je veux dire. Et Björk a toujours été à la tête du mouvement indépendant dans un sens, quoi. Genre, tu penses à un truc vraiment indépendant, un peu dans sa... Enfin, Björk, c'est une planète à elle toute seule, tu vois. C'est un système solaire, en fait, limite. Je sais pas comment dire, mais... Il y a une galaxie Björk quelque part, on sait que ça existe, et on sait que derrière, il y a la musique indépendante, quoi. Et à l'époque, j'avais écouté Army of Me, qui était sur un CD de SVM Mac, là, je me rappelle, parce que SVM Mac faisait des CD. Et sur les CD de SVM Mac, il y avait des clips et des trucs comme ça. Et un de mes premiers achats au Virgin Megastore de Paris, des Champs-Élysées, qui n'est plus, c'était Medulla, qui était son album à l'époque. Oui. Et plus je creusais, plus je comprenais, et du coup, je respectais aussi l'approche qu'elle avait. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je reproche à l'art contemporain en général, c'est qu'il est élitiste. C'est-à-dire que il s'affiche comme ça, il prétend que son sens est aussi divers que le public qui le regarde. Pour moi, c'est un peu des foutaises. Il donne pas de clé, parce qu'au fond, il est vide, en fait. Il s'enfle très vite, beaucoup, pour pas grand-chose. En général, bien sûr. Björk, elle donne toutes les clés. C'est-à-dire qu'elle fait une musique qui est compliquée, mais derrière, elle va écrire des paroles qui sont très concrètes, très directes. Elle va livrer plusieurs interviews avec toujours des explications sur chaque titre, chaque chanson, tout ça. Donc, si tu recoupes un peu les interviews, si tu lis un peu de la presse, tout ça, tu vois très bien ce qu'elle veut dire. Et c'est vraiment très très direct. Elle fait des visuels, elle fait des clips qui correspondent aussi à l'univers qu'elle a voulu instiller dans l'album. En fait, donc elle a beaucoup de pédagogie, elle a beaucoup de médiation, si tu veux. Et aussi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle tire très souvent, si ce n'est toujours, son inspiration de la nature elle-même. Donc moi, dès qu'il y a ces réflexes-là, j'ai toujours le même sentiment que devant, par exemple, devant Gaudí ou devant l'Art Nouveau, tu vois.
Je suis très admiratif de l'admiration qu'on peut avoir pour le monde qui nous entoure en général. Alors évidemment, aujourd'hui, ça pourrait être entendu de différentes manières. Avec Chesterton, je pense que la nature n'est pas une mère, mais parce que sinon elle serait une marâtre. Je me disais que tout cela était fort écologiste et que oui. tu ressentais le besoin de t'ancrer à droite. Il faut quand même que, c'est quand même important que je précise où est-ce que je me tiens. Oui, parce que ça faisait un peu lecteur de Libé ou de Télérama, ton laïus. Un peu trop, hein. Ouais. Je m'inquiétais moi-même en écrivant ça tout à l'heure. Donc, non, c'est... l'inspiration de la nature est vraiment quelque chose que j'admire beaucoup. Avec cette nuance que pour moi, le lien qu'il y a entre l'homme et la nature est plus un lien de fraternité plutôt que de filiation. Oui, mais c'est ce que prétendent les écolos, c'est qu'on fait partie du vivant. On n'est pas dessus. oui. Non, mais pas en dessous non plus. Non, bien sûr que non. Voilà. Mais en fait, Björk trouve des analogies dans la nature, je trouve, pour développer des concepts qui sont humains, ou juste parler de la nature, en fait, tout court des fois, en fait. Pour moi, elle est très clairement païenne, mais donc, à un moment, je peux plus suivre, forcément. Mais je préfère le paganisme au capitalisme, en fait, parce que, en majeure partie, parce que ma religion a suivi le paganisme, mais le capitalisme a suivi la mort de ma religion. Donc... Ce que les gens ne voient pas, c'est la tête que je suis en train de faire. Ouais, continue. Non, mais c'est vrai. Genre, le capitalisme est issu d'un christianisme en putréfaction, tu vois. Et le christianisme s'appuie beaucoup sur le paganisme en termes culturels, tout ça. Il y a moins, je pense, j'ai l'impression qu'il y a une assimilation plus saine et plus naturelle presque entre le christianisme et le paganisme que entre le capitalisme et le christianisme. Peut-être que je vais un peu loin là. Björk. Puis bon, enfin, elle écrit, elle compose, elle interprète, elle joue, elle fait ADA, enfin, elle mixe, elle fait tout, elle fait absolument tout. Genre, c'est vraiment dingue. Personne ne fait autant de choses, je crois, dans la musique, enfin, ou très peu de monde. Et les vrais artistes sont vraiment très rares, il faut le souligner aussi. Donc bref, j'ai beaucoup de respect pour Björk et c'est finalement, je disais que je n'aimais pas l'art contemporain ni les combats de Björk, mais finalement, ça me dérange pas de l'aimer elle, quand même. Ce que je trouve intéressant dans ton laïus, qui était effectivement plus long que le mien, très long, c'est que t'as rien dit de ton avis sur Fossora. C'est ok, j'ai bien aimé. Pour te faire plaisir, j'ai aussi écouté Fossora. J'ai même lu 2 ou 3 interviews. Oh. J'ai toujours eu un problème esthétique avec Björk. Ah, je comprends très bien ça. Je me souviens, ma mère avait Homogénique. Et juste non. Je peux pas regarder. Et là, j'ai sa discothèque sous les yeux, mais je me souviens très bien de Volta quand il est sorti, parce qu'il était sur tous les iPods et les iPhones à l'époque. Et juste non, cette jaquette. Quelle belle pochette. Oh, la soupe rouge. Oh là là. Biophilia encore moins. Et je crois qu'on n'a pas fait pire que Utopia en 2017. Ça, c'était un peu dur. Et là, Fossora la jaquette, quelque part, a un côté très 17e et 18e siècle allemand, donc pourquoi pas. C'est vrai, ouais. En fait, j'ai écouté l'album avant de lire quoi que ce soit sur le sujet, et j'ai mis le morceau Mycélia de côté en disant « il y a un truc ». Puis ensuite, je suis allé lire les interviews où elle explique que c'est un album très terrien et que elle a notamment étudié le champignon. Donc c'est quand même intéressant que j'ai flashé sur Mycélia, ça prouve que ça marche relativement bien. Ouais. Je te dis pas que j'écouterai Fossora tous les jours, je te dis même pas que je le réécouterai une seule fois, mais j'ai pas passé un mauvais moment, quoi. C'est intéressant, quoi, ce qu'elle fait, je veux dire. Elle raconte des choses cohérentes. Elle a un truc à dire, c'est déjà pas mal. Elle a un truc à dire, c'est déjà pas mal, c'est très vrai. Non, je crois qu'un de mes albums préférés d'elle est beaucoup plus accessible, c'est Vespertine. Mais qui est beaucoup plus pop. Ouais, beaucoup plus pop, beaucoup plus intime. Mais oui, après, enfin, j'aime beaucoup Björk, mais pareil, j'ai jamais écouté Björk toute une journée, et je vais jamais écouter même un album en entier, c'est assez rare en fait. Hein. Là, je l'ai fait parce que c'était sorti, mais c'est assez rare que je l'écoute en entier. Ouais. C'est quand même assez exigeant. Entre
deux demi-écoutes de Fossora, parce que je l'ai écouté en 2 morceaux. J'ai continué à descendre la playlist que m'avait envoyé Alex, dont on a déjà parlé. Et je me rends compte qu'en fait, certains trucs qui ont un rythme me conviennent pas mal. J'ai écouté notamment Back and Forth de Nick Cage et Kona Maze ou un truc comme ça, qui a de grosses inspirations brésiliennes. Et en fait, j'ai écouté ça mardi quand il pleuvait un peu, et c'était très bien pour avoir l'énergie de travailler. Et en fait, ça tape tellement fort que ça m'empêche de penser. Et donc, il faut que je pense fort. Et donc, les pensées parasites passent à l'arrière-plan. Tu vois l'idée? Complexe quand même. Hein. Et c'est intéressant parce que cette expérience-là de refamiliarisation avec la musique électronique est en train de changer mon rapport à la musique. Et quelque part une approche utilitaire de la musique. En même temps, une approche primale, quoi. Qu'est-ce que la musique fait au corps et fait au cerveau? Et je trouve ça assez drôle. C'est marrant, ça. Ok. J'ai écouté le dernier Vikingur Olafsson. C'est dans la région. Oui, voilà. Qui s'appelle From Afar. Alors, d'habitude, bon, je déteste jamais ce qu'il fait, absolument. Hein, c'est juste que je suis toujours un peu sceptique des pianistes qui réinterprètent les morceaux. Et du coup, j'avais cette espèce de réserve sur ce nouvel album aussi. Mais là, il fait 2 séries d'enregistrements sur les mêmes morceaux, sur un piano à queue d'assez loin, avec un son qui curieusement est assez intime malgré la distance, et sur un piano droit. Enfin, c'est vachement bien. Enfin, il arrive à faire des trucs. Il arrive à faire de l'orgue au piano. Enfin, c'est très impressionnant. Il restitue des travaux une œuvre pour orgue de Bach au piano. Et t'as vraiment l'impression que c'est vraiment chouette. On dirait un instrument vraiment hybride. Et les morceaux prennent une autre dimension. Enfin, c'est comme des reprises inspirées, quoi. Vraiment, c'est intéressant. Ça vaut le coup de creuser. C'est assez stimulant, je trouve. Vraiment bien. J'avais pris peur de Mark Juliana à cause de l'album qu'il avait enregistré avec Brad Meldo, Taming Dragons, qui est l'un des rares albums de Meldo que j'ai vraiment du mal à écouter. Et je les avais vus en concert parce que si Meldo passe en concert à Lyon, j'y vais. C'est une règle, c'est simple. Et c'est le seul concert de Meldo. Je me suis vraiment demandé ce que je foutais là, quoi. Et donc quand j'ai vu le dernier album de Juliana popper dans Apple Music, qui s'appelle The Sound of Listening, je me suis dit bon allez. Et en fait, j'ai redécouvert Juliana. Il y a un côté, ah oui, en fait, ça peut être de la musique acoustique et ça peut être écoutable, quoi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est son 2e album de l'année. Et le premier album de l'année, c'est au contraire un album qui est très électro. Et donc, c'est quelque part, au lieu de faire un album jazz électro, il a fait un album électro et un album jazz. D'accord. Et où, du coup, je suis allé aussi écouter l'autre album qui s'appelle Music for Doing. Et en fait, le concept est très drôle parce que c'est que des pistes pour faire quelque chose. Et donc, il y a une piste pour se perdre, une piste pour se regarder dans le miroir, une piste pour boire avec modération. je me demande vraiment si tu aimerais, parce qu'il y a un côté très bruyant parfois. Mais par exemple, la piste qui s'appelle Musique pour se perdre, elle fait vraiment ce qu'elle dit, quoi. Il y a un côté, ah oui, je me perdrais bien quelque part en écoutant ça. Je perds tout le temps en même temps, donc je sais pas si ça me changerait beaucoup. je trouvais le concept assez drôle. Et finalement, c'est intéressant de mettre les 2 albums côte à côte, parce que t'as l'impression que c'est pas du tout la même personne qui est aux manettes. Mais quand tu les écoutes en succession rapide, tu fais ah oui, non, en fait, c'est la même chose. C'est un album de musique très acoustique, un album de musique très électronique, mais en fait, c'est la même chose. Ah, c'est fascinant ça, ok. Bah, j'écouterai, je te dirai. Lire alors. J'ai lu un article de la Harvard Business Review. Tu es tellement corporate. Je suis quelqu'un de corporate. En fait, je suis quelqu'un de faible. Je lis ce qu'on me demande de lire. Et c'est même pas corporate, c'est Pocket, le widget Pocket qui m'a recommandé ça. Et du coup, j'ai dit, ok, je vais bien lire. Et après, effectivement, je suis très corporate, donc j'ai fait un résumé pour la boîte. Oh, c'est beau. Et le patron m'a mis un petit cœur en disant, c'est bien. Oh. Voilà, donc je me sens... Bon, après, juste après, il a envoyé un autre article lui-même qu'il avait lu disant qu'il fallait rendre les utilisateurs addicts de leur application, mais c'est pas grave. Du coup, ça s'appelle 4 Ways Busy People Sabotage Themselves. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je sais pas si ça t'arrive souvent à toi,
Moi, oui. J'ai souvent du mal à mettre des mots sur des choses que je ressens, et parfois, quand c'est bien exprimé, euh, j'ai l'impression... Enfin, je vois très bien ce que la personne veut dire. Ça met des mots sur ce que j'arrivais pas à décrire, au point parfois que ma lecture devient presque insipide. Je me dis, bah oui, je savais déjà tout ça. Alors qu'en fait, non. Oh. J'apprends quand même des choses, tu vois. Enfin, ça transmet, ça traduit. Et les mots Oh, ont mais une... Ouais. c'est le pouvoir de l'écriture. Ouais. Enfin, je suis absolument incapable de verbaliser mes sentiments, c'est pour ça que j'écris. Bah, c'est ça. Et c'est chouette. Ah, mais c'est fantastique. C'est vraiment fort. C'est le meilleur truc que l'humanité a inventé, l'écriture. Ouais. Bah, regarde, ça nous amène. Et donc, Oui. et donc, comme ces gens, tu te sabotages toi-même? Alors, c'est... Je l'ai cassé. Je me suis sabotagé à l'instant. Non, en fait, oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est busy people, ça veut pas dire que c'est des gens qui sont forcément effectivement très occupés, mais c'est qu'ils ont toujours quelque chose à faire, et surtout en général quelque chose à faire pour éviter quelque chose d'autre à faire. Donc c'est tout ce qui est les stratégies d'évitement, tout ce qui est la procrastination, ce genre de choses, et qu'est-ce qu'on met en place pour éviter ce qu'on n'a pas envie de faire ou ce qu'on redoute de faire, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, bah, voilà, comme je te disais, c'est des choses que j'identifie assez souvent chez moi en termes de pattern, quoi, mais que j'arrivais pas forcément à formaliser et du coup à contrecarrer. Donc là, ça donne quand même quelques billes pour analyser un peu plus ce que toi tu fais, comment tu réagis dans ta situation et à quel moment tu dois essayer de faire quelque chose. Et le bon conseil que j'en ai tiré, essentiellement, la réponse est toujours plus ou moins la même, c'est prendre du recul, quoi. Mais prendre du recul, ça fait pas tout seul, ça prend du temps et de l'énergie. Et tu peux pas prendre du recul si t'as pas de temps, pour prendre du recul. Et donc il faut prendre du temps pour prendre du recul. J'avais entendu quelqu'un le dire d'une autre manière que je trouve quelque part plus appropriée. Pour prendre du recul, il faut de l'espace. C'est très bien dit. C'est merveilleusement dit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu parlais de procrastination. J'écoute toujours Back to Work, le podcast de Merlin Mann, l'inventeur du terme Inbox Zero, qui ne veut pas du tout dire ce qu'il disait, mais qui est très loin d'être le podcast qui l'eût été, mais de temps en temps, il y a un épisode qui justifie que je continue à l'écouter. Et là, dans l'épisode que j'écoutais pas plus tard que ce matin, il décrivait la procrastination comme d'un moyen que des gens déprimés en dopamine avaient inventé pour créer du danger. Oh, c'est brillant. C'est fantastique. Je suis assez Et c'est tout moi. C'est-à-dire que je suis le piéton le plus agressif que tu connaisses. C'est-à-dire, un jour, je me ferai renverser. C'est ma manière à moi. Il y a des gens qui essayent de provoquer des gens dans la rue pour se faire taper dessus. Moi, je provoque des bagnoles. C'est un ennemi un peu plus à ma mesure, quoi. 2 tonnes d'acier, c'est tout moi. Oui. Et en fait, la procrastination, c'est ça. C'est je me mets en danger intellectuellement. Et il disait, et le mieux, c'est qu'en plus, on y arrive. Bien sûr. Et tout le monde est dupe. Et personne ne voit tout ça. Ouais. Et quelque part, le rush de dopamine, c'est non mais vous avez pas vu que je procrastinais, vous avez pas vu que j'ai rien foutu pendant 3 jours et que je vous ai sorti paf comme ça le papier. Bande d'abrutis. Je suis persuadé effectivement que déjà de base les occupations des gens de bureau comme moi par exemple sont quand même très artificielles. C'est des choses qui sont pas vraiment sérieuses. Je veux dire, si on s'arrête une seconde, on sert à rien. Soyons objectifs. Je dis je t'exclus du dos, hein, bien sûr, je parle de moi, de ma communauté. Ça marche aussi. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais toi, tu produis quand même des choses. Tu vois. Moi, c'est juste des publicités, des articles, pas très intéressant. Donc, non. Mais tout ça est une vaste... on est tous d'accord pour jouer la comédie, si tu veux. Mais, oui. Et du coup, là-dedans, il y a des jeunes premiers qui sont encore plus motivés, qui font des caisses, il y a les bons acteurs, et tout ça, enfin, voilà. Il y a les cabots, enfin voilà. Et... Ouais, je suis bien d'accord sur le fait que la procrastination est s'entourer de cette espèce de... On m'appelait fumiste à l'école déjà, donc les profs voyaient bien le truc, hein, ils voyaient bien le truc. C'est l'écran de fumée, quoi, permanent, genre, regardez. C'était quelque chose qu'on me reprochait beaucoup. Anthony, français, 19, ne s'applique pas assez. Qu'est-ce que ce serait si ça s'appliquait Voilà, un point de plus.
Après avoir modestement dit que j'ai eu 19 sur 20 en français, je vais avouer que j'ai pas lu grand-chose. Ce qui est pas tout à fait vrai, parce que, outre le livre de Marx, je suis en train d'avancer dans La ville de vapeur de Carlos Ruiz Zafón, que ça me donne envie de lire le reste de l'œuvre de Zafón. J'aime le titre déjà. C'est du fantastique très ancré dans la réalité, et notamment la réalité de l'existence de la ville de Barcelone et de la Catalogne. Il y a un côté presque steampunk dans son approche. Ça me fait des choses. Et je suis tombé sur 2 petits articles ils m'ont aussi fait des choses dans la tête, et c'est rare venant, 1 de Bloomberg et 2 du Times, qui est quand même, le New York Times, c'est devenu... Ouais, c'est devenu quelque chose d'autre. Voilà, quoi. Ouais. L'article du New York Times, c'est This is Life in the Metaverse, qui est un article sur le métavers, et donc Kashmir Hill, qui est la journaliste en question, qui raconte son expérience du métavers de Meta. Je crois qu'il faut le lire, je crois que ça dit quelque chose du métavers, et je crois que ça va marcher. Ça me peine un peu de le dire. Hélas, hein. Oui, bien sûr. Et l'article de Bloomberg de Business Week, c'est un article sur le fait que, évidemment, les voitures autonomes ne sont toujours pas là, malgré 100 milliards de dollars. Et ce qui est drôle, c'est que c'est maintenant Anthony Lewandowski qui le dit, qui est quand même le pionnier de la voiture autonome. Je continue à penser que c'est un problème d'intelligence artificielle généraliste, et que l'intelligence artificielle généraliste est une impossibilité physique, et donc on n'aura jamais de voiture autonome. Ma question est toujours la même, j'en ai déjà parlé ici même, qui est: est-ce qu'une suite d'intelligence artificielle spécialisée est suffisamment proche d'une intelligence artificielle généraliste pour ne pas pouvoir être distinguée? Est-ce que finalement on peut jouer la comédie avec des singes et on peut finir par taper Shakespeare? Cet article est assez fin et montre justement comment une intelligence artificielle spécialisée, la nouvelle boîte de Lewandowski fait de l'autonomie de camions dans des carrières. Ah oui. Donc c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. C'est-à-dire que c'est moins compliqué que faire rouler des voitures en ville. Voilà, il y a un contexte, quoi. Et c'est peut-être plus intéressant. Plus sensé en tout cas. Quelque part. Peut-être. Et où, ouais, je continue à regarder d'un œil ce domaine, parce que si d'aventure on y arrivait, ça veut dire qu'on a une intelligence artificielle généraliste. Je continue à penser que c'est impossible. Bah, ce sera possible seulement si c'est Satan, tu vois. je me demandais quand ça allait sortir. C'était maintenant. Du coup... Puisque tu es sur ton terrain, je te propose d'être encore plus sur ton terrain. Acheter. Eh bien, Arnaud n'est plus trop à sec. Enfin, c'est un grand mot. Du coup, Arnaud commence à réacheter. Bonne nouvelle, braves gens. Du coup, j'ai mon iPhone 14 Pro de Biatch et je refusais d'acheter une coque Apple dans mon hubris. Parce que je me suis dit, oh non, c'est quand même cher. Et du coup, je suis allé sur Amazon. Après avoir payé 2000 balles de téléphone. Ah, c'est trop cher. Taisez-vous. Je suis allé sur Amazon et j'ai acheté une coque... c'est quoi, Spigen qu'on dit? Spigen? Ouais, alors nous, on dit Spigen. Spigen. Mais je sais pas si c'est le vrai... Pour moi, c'est Spigen parce que c'est chinois. Oh, Arnaud! Oh! S'il te plaît. Je te l'accorde. Merci beaucoup. Du coup, Spigen. On dirait un film d'action un peu chelou, tu sais. Genre... un truc des années 90 qui était directement en cassette. Spigen. Et donc c'était la transparente là, donc en fait j'ai détesté le motif MagSafe au dos et puis c'était trop rigide, donc j'aimais pas du tout. Donc j'ai changé parce qu'on voyait toutes les petites poils, je sais pas quoi, enfin on les voyait tous quoi. Ensuite donc j'ai pris une Elago en silicone cette fois-ci pour la remplacer. Pas cher du tout, mais on sentait que la qualité effectivement n'était pas forcément, enfin était au même niveau que le prix quoi. Mais, à la limite pourquoi pas, mais en fait, c'est le silicone, tu sais, quand tu sors de la poche, ça sort toute la poche, en fait, parce que ça s'accroche aux vêtements, c'est insupportable. Comment les gens peuvent avoir ça, je sais pas. Et du coup, j'ai pris une coque Apple. Parce qu'au final, j'avais dépensé quasiment autant qu'une coque Apple. Et imagine Amazon, j'ai tout renvoyé. Et du coup, voilà, ça m'a permis de prendre la coque en cuir que tu vois ici. Et que tu verras peut-être pas longtemps, parce que j'hésite à acheter l'Apple Car Plus.
Parce que j'ai peur de me faire voler mon bébé à 1500 € et j'ai peur surtout de me le faire voler en fait. Ouais. Et je me dis que si je prends cet Apple Care, en plus je peux me libérer de la housse, c'est le côté positif. C'est ma stratégie maintenant qui est de payer 11 balles par mois pour avoir l'insigne droit d'utiliser mon téléphone tel qu'il a été conçu. C'est ça. Le marketing de la peur. Du coup, voilà, je crois que je vais le prendre, cet Apple Care de merde, et enlever cette coque de merde, et je déteste la vie, mais j'aurai un iPhone au moins qui sera joli. Écoute, voilà. T'es dans la mutuelle, tu prends une assurance, ça me paraît assez normal. Elle est gratuite, ma mutuelle, pour moi, je suis salarié. Ça n'a aucun sens. Alors, moi, j'ai pas acheté un iPhone, parce que mon employeur m'en paye un tous les 2 ans. J'ai acheté des trucs beaucoup plus prosaïques, et je parle comme ça de manière rubanesque pour que Arnaud ne puisse pas placer la connerie qu'il a très très envie de placer. Vas-y. J'ai acheté une bouilloire. Une quoi et une brosse à dents électrique. Et enfin. Et en fait, j'ai noté les deux parce que les deux process d'achat ont été complètement opposés. Ok. Ma bouilloire en plastique, que j'ai depuis des siècles, un jour, Cécile est venue me voir et m'a dit « la bouilloire fuit ». Et donc a commencé 6 semaines de travail de recherche pour trouver la meilleure bouilloire. parce que c'est normal. Donc j'ai fini par acheter la meilleure bouilloire du marché, en tout cas pour mes besoins, qui est que j'avais déjà repérée, c'est la Smart Kettle de Sage, qui contrairement à son nom, à ce que son nom indique, n'est pas smart. En fait, elle est smart parce qu'elle a des boutons pour choisir la température. Écoute, c'est une sorte de mini-viol de la langue, mais je tolère. Et elle a le meilleur mécanisme d'ouverture du clapet, qui est appuyé sur un bouton. Et il s'ouvre tout doucement le clapet, tout doucement, avec un engrenage. Ça, j'ai vu et donc ça. Ça te met pas plein d'eau dans la gueule. J'ai vu ça en live, c'est magnifique. C'est tellement bien. C'est superbe. Tellement bien, ok. Et c'est con d'avoir un bouton pour régler la température. Il y a 4 températures. Mais pouvoir dire, là, tout à l'heure, je me suis fait du thé, une bouilloire, là, que je suis en train de boire, là, 1 litre de thé en vous parlant. J'ai pas besoin de faire bouillir l'eau. Je peux la mettre juste à 90, ça suffit. Ça va plus vite. Et en plus, je peux boire monter immédiatement. C'est ça. Pas dans 3 heures, quoi. La meilleure bouilloire, tu vois. 6 semaines de travail pour finir par payer 130 € une bouilloire en acier, qui, j'espère, va me faire au moins 10 ans, parce que 13 balles par an, finalement, c'est mieux qu'une Apple Care. Et en plus, je tiens, je suis client Maxi Coffee, j'ai l'abonnement Maxi Coffee. Je tiens à remarquer que Maxi Coffee, quand tu achètes une bouilloire, ils envoient du thé, ce qui est quand même une attention fort appréciable. On aime bien les gens qui en ont quelque chose à foutre. On aime bien ça. Et ce truc de la bouilloire, ça me rappelle des bouilloires qu'on a au travail, qui sont des bouilloires Tefal. Et avec 4 boutons, elles aussi. Il y en a un qui représente une tasse chaude, un où il y a marqué 100 degrés. Je déconne pas, hein. Un où il y a marqué marche arrêt, et un où il y a marqué encore autre chose. Je crois que c'est un pictogramme. Et en fait, on n'a jamais su quel bouton presser, donc tout le monde presse les boutons au hasard. Et heureusement qu'il y a un cadran qui indique la température interne. Parce que comme ça, on peut l'arrêter quand on veut, mais il faut toujours regarder Enfin, on est esclave de la bouilloire, quoi. Et évidemment, quand on l'ouvre... Alors que là, c'est un triomphe. Tu poses la bouilloire sur sa base, la base s'allume. Oh. Elle retient la dernière sélection. Donc si tu ne fais que bouillir de l'eau, bouton 100 degrés est activé. Sinon, tu choisis ta température. Il y a 5 pré-réglages. Il y a non seulement la température en degrés, mais aussi le type de thé. Oh. Donc si tu te fiches, si tu bois que du thé vert et que tu sais pas quelle température, t'appuies sur le bouton thé vert et c'est bon, quoi. C'est tout. C'est si bien. Et elle sonne quand elle a fini, quoi. Oh. En plus, c'est un triomphe d'interface. La brosse à dents, c'est un peu l'exact inverse. Je suis de ces gens qui ont du mal avec le concept de brosse à dents électrique, mais il se trouve que on recommande très fortement conseiller d'acheter une brosse à dents électrique. J'ai regardé la brosse à dents électrique qu'avait Cécile. Tu as une Oral-B, je vais acheter une Oral-B, puisque comme ça on va pouvoir mutualiser les brossettes. J'ai pris évidemment un modèle qui coûte fort trop cher sur Amazon.
je le vois sous les yeux, il est annoncé à 63,73 €, j'ai payé 39 €. Je ne sais pas comment c'est possible que d'un jour à l'autre, le prix double quasiment. Ça n'a aucun sens. Oral-B Pro 3 3500, brosse à dents électrique, virgule, un étui de voyage, virgule, 2 brossettes, virgule, éliminé, parce que pourquoi pas, jusqu'à 100% de plaque dentaire, virgule, blanc. C'est-à-dire que il faut que la brosse à dents te dise qu'elle élimine jusqu'à 100% de plaque dentaire, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des brosses à dents qui disent dans le titre, élimine jusqu'à 95% de plaque dentaire? Est-ce que c'est un argument qu'une brosse à dents élimine de la plaque dentaire? Je me demande. Faut croire que maintenant, oui. Mais c'est fantastique parce qu'il y a évidemment la brosse à dents ne vaut rien, c'est sur les brossettes qui t'arnaquent. Oh. Mais je trouve drôle quelque part que donc tu appuies sur le bouton une fois, elle démarre. Pour l'éteindre, il faut appuyer sur le bouton 2 fois. Parce que quand tu appuies qu'une seule fois, il change de mode. Ça change de mode d'abord. Ouais. Il y a un capteur de pression, sauf que comme je sais me brosser les dents, le capteur de pression est absolument inutile. Il y a un truc qui vibre toutes les 30 secondes pour me conseiller de changer de cadran. Sauf que qui se brosse les dents en disant face interne, milieu, face externe, en faisant des quarts de bouche? Qui est à ce point psychopathe pour se brosser les dents comme ça? Donc, là, tu vois, y a rien qui va niveau interface utilisateur, mais en même temps, j'ai acheté ça, j'ai juste, c'est quoi ta marque? Bon, bah voilà, on va avoir les mêmes recettes, donc j'achète ça. L'exact inverse de la bouilloire. Dans les deux cas, c'est un truc dont je me sers absolument tous les jours. Il y en a un qui est devenu une corvée qui me brossait les dents, mais bon, me brosse les dents, quoi. Et il y en a un qui est un plaisir. Se faire un thé est devenu un plaisir, c'est quand même incroyable. Cet épisode battant tous les records de longueur, je propose de passer au sujet principal, qui est un sujet que tu nous apportes. Écoute, Anthony, j'ai un problème avec la marche. Non, mais c'est très sincère. Hein. C'est-à-dire, on me rebat les oreilles parfois, enfin beaucoup, avec l'idée que, enfin notamment au bureau, on dit ça, que c'est en marchant que les bonnes idées, que les bonnes discussions se produisent. Bah non. Parce que du coup, moi, quand je marche, je m'attends à avoir une bonne idée. Et ça marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, enfin, comme beaucoup de choses qui sont censées se produire quand je fais quelque chose, je m'attends que j'ai une conscience aiguë de faire la chose pour que cette chose se produise. Donc la chose, évidemment, ne se produira jamais, parce qu'il faut il faut faire la chose de manière naturelle, donc quelque chose que je sais pas faire. Et du coup, mon cerveau se bloque complètement, et donc quand j'ai une discussion en train de marcher, pour ce contexte spécifique de marcher pour avoir une discussion, c'est extrêmement déplaisant. Est-ce que ta manière à toi de te saboter, c'est pas que tu penses trop à l'acte même de penser? Est-ce qu'on pourrait mettre des jingles dans ce podcast? Non mais vraiment, mais qui est quelque part, tu sais, enfin, mais sans vouloir faire de la paraphrase de Merlin Mann, parce que je pourrais aussi là sur ce sujet. Tu vas commencer ta phrase par mais, et du coup ça annule totalement ce que tu viens de dire. T'es au courant de ça? Mais non, mais une grande partie de l'anxiété, c'est que tu t'es anxieux à l'idée d'être anxieux. Tu vois, t'anticipes ton anxiété, et finalement, c'est en ruminant que tu rumines, tu vois. Oui, alors, Enfin, moi qui suis un grand insomniaque, un des grands problèmes de l'insomnie, c'est que tu vas te coucher en te disant « je vais pas dormir cette nuit ». Oui, il faut que je dorme cette nuit, et ça te stresse. Oui, il faut que je dorme cette nuit, et tant que tu y penses, tu dors pas. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est cette espèce de peur de la performance, un petit peu. Ouais. Complètement. Ouais, c'est ça. Et on revient sur l'idée que c'est la force qui régit le monde, et donc la peur. Mais du coup, c'est dans les situations, effectivement, où... Enfin, en fait, en vrai, pour être tout à fait honnête, je comprends très bien ce que les gens veulent dire par là. C'est que, effectivement, c'est en marchant, ou c'est en faisant des activités qui occupent le corps d'une certaine manière, donc, que ce soit manuel, que ce soit marcher, que ce soit même prendre une douche, où tu peux, en fait, lâcher prise d'une certaine manière, quoi. Et laisser du coup... Je suis très heureux que les iPhones soient maintenant étanches. C'est vraiment bien, on est d'accord, hein. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je faut que je prenne Apple Car Plus, parce que je peux pas mettre cette mousse sous la douche. Le nombre d'enregistrements du dictaphone ou de notes que j'ai tapé sous la douche, c'est incalculable. Le seul problème, c'est que l'écran réagit encore assez mal. Affreusement. Ouais. Assez frustrant. Et aussi, quand tu enregistres, ce nombre de fois où j'enregistre des notes avec la dictée vocale et qu'il comprend rien à ce que tu dis, et tu perds le fil de ta pensée, et t'es bon, peu importe. Mais ouais, la conscience de moi, c'est effectivement un réflexe qui empêche beaucoup de choses.
Ouais, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que, enfin, il y a vraiment une lutte pour la relâche, dans un sens. C'est paradoxal, mais voilà, quoi. Mais parce que tu marches pas pour marcher, quelque part. Oui, c'est ça, exactement. Tu marches pas pour l'activité elle-même. C'est ça. Tu marches en te disant, ah bah en marchant, je vais penser. Ouais, il y a une recherche de quelque chose qui ne vient pas, enfin, qui n'est pas naturellement lié, en tout cas au premier degré, avec cette activité-là, quoi. Mais je me demande dans quelle mesure, puisqu'on est sur le divan, dans quelle mesure c'est lié à cette crainte de perdre le contrôle, qui est quand même pas mal imaginaire chez moi, dans le sens où elle a jamais été concrète. C'est jamais concrétisé, je veux dire. C'est, par exemple, j'ai jamais été vraiment bourré de ma vie, quoi. J'ai déjà été assez pompette, mais jamais vraiment bourré au point de tituber, de tomber ou voire blackout. J'ai jamais pris de drogue non plus. Mais ouais, marcher donc. Bah, le vélo, par exemple, que je prends plus parce qu'il fait froid, donc fait chier. Le vélo, mais l'avantage de plus prendre le vélo, c'est que je prends le métro et du coup je peux faire mon application de japonais là-dessus. Parce que je commence à apprendre le japonais. Oui. Le vélo me procure un peu ce sentiment parfois de relâche totale. Alors, très, très ponctuellement, évidemment, parce qu'on est quand même à Paris. Donc, il faut quand même faire gaffe chaque seconde pour garder la vie, tu vois. Quand tu roules en peloton, il y a ce que j'aime toujours. J'aime pas me traîner en bas des quais, sur le Rhône, parce que les gens roulent pas assez vite. mais en même temps, quand tu es en file indienne, il y a un côté très relaxant, parce que je m'imagine que c'est comme ça que les poissons pensent. Il y a un côté poisson pilote, tu sais, tu laisses la personne faire le tempo. Et oui, tu déconnectes complètement. Alors, c'est parfois très dangereux quand les gens se mettent à freiner soudainement. Mais c'est fantastique. Tu peux vraiment débrancher le cerveau de tes jambes. Et les jambes, c'est presque un réflexe, quoi. Qu'elles moulinent, elles moulinent. J'aimerais juste faire une parenthèse sur la métaphore que tu as choisie. Parce qu'on aurait pu... Certaines personnes auraient dit les oies sauvages dans le ciel. D'autres auraient dit les moutons qui bêlent en troupeau dans la transhumance. Donc, c'est intéressant que tu aies choisi les poissons. Mais on est au bord du Rhône, enfin. Oui. Si c'est pareil que la Seine, les poissons en banc. Si. Ouais. À d'autres. Et tu vois, c'est ça qui m'interroge. Est-ce que... je me suis toujours dit qu'il fallait occuper la partie animale, entre guillemets, mais je crois que c'est trop simpliste. Et en même temps, pas assez... Enfin, c'est pas assez vrai, quoi. Genre, des fois, il suffit vraiment de faire un truc avec tes mains pour que les choses se déroulent dans l'esprit, quoi. Une de mes citations favorites, Cécile est tombée dessus en concours, c'est une citation qui a probablement motivé plus de billets de blog que j'ose le dire. Et une citation que je cite dans un de mes rares articles scientifiques qui a été publié, y compris publié dans un livre d'ailleurs. C'est une citation d'Henri Faucillon qui est « L'art se fait avec les mains ». Et qui est de dire qu'il y a évidemment la pensée, l'intention de l'artiste, mais il y a aussi finalement la mécanique de la main qui a son influence, et où c'est encore plus primordial quelque part que ce que je raconte sur l'influence de l'outil, mais qui est de dire qu'il y a une mécanique du corps, une connaissance du corps, une mémoire du corps qui précède plus qu'elle ne procède l'intellect, et où finalement l'intellect vient se greffer là-dessus. Et c'est même pas uniquement penser aux limitations, c'est-à-dire que quelqu'un qui a qu'une seule main peut évidemment pas faire le même genre de manipulation, le même genre d'art que quelqu'un qui a deux mains. Mais c'est aussi de dire que tu parlais du Japon, ce que une partie des mouvements japonais t'expliquent sur l'art de la répétition. C'est ça, c'est-à-dire que il y a un framework mental qui est l'art de la répétition, et c'est un framework de discipline de la main. C'est-à-dire qu'à un moment, ça n'est plus la tête qui fait les choses, c'est la main. Je crois en avoir déjà parlé dans le podcast, mais je suis amblyope, je ne vois pas de l'œil droit. Donc ma perception de la profondeur est complètement cassée. Ce qui complique pour moi un sport comme le tennis de table. Certes. Or, j'ai joué au tennis de table, et il fut un temps où j'étais pas mauvais. Mais ça procédait de la main et ça procédait de l'oreille. C'était complètement réflexif comme perception de la profondeur. C'est-à-dire, j'entends le bruit de la balle à tel moment, je sais qu'il faut que mon bras décoche à tel moment. J'ai arrêté de jouer pendant quelques mois, j'ai déménagé, je suis parti en prépa, je ne sais plus jouer au tennis de table. Je suis incapable maintenant de frapper une balle. Tu vois, il y a quelque chose
qui est de cette nature-là. Et donc, quand la main est suffisamment disciplinée, quelque part, et qu'elle est saturée, infusée, je sais pas comment le dire, mais de la démarche artistique, elle peut faire toute seule. Et ça devient proprement méditatif, c'est-à-dire que la main fait quelque chose, tu peux avoir confiance en ta main et penser à autre chose. Et c'est quelque part, c'est pareil quand tu marches. C'est-à-dire que tu sais marcher, t'as pas besoin de penser. Des fois j'ai des doutes. Oui, mais tu as pas besoin de penser à pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Non, ça se fait tout seul, c'est mécanique. Et donc, tu peux penser à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. C'est pas occuper la partie animale, si tu veux. C'est la partie animale la partie physique qui est saturée. Ouais. Il y a une évidence de la spiritualité dans le corps, quoi. Sans vouloir t'embêter. Non, mais tu sais, moi, je suis catho, donc ça me va, hein, ce genre de raisonnement. Je suis pas un cathare. Hein. Mais j'étais... C'est une merveilleuse coïncidence que tu aies décidé de parler de l'art de marcher, parce qu'il se trouve que j'écris beaucoup sur la marche en ce moment. J'y pense beaucoup parce que c'est assez bizarre de le dire comme ça, mais parce que je pense à la suite de ma carrière. Et c'est d'ailleurs un tournant que je sois capable de le dire à voix haute. Bonjour aux collègues qui m'écoutent. Je sais pas encore quelle forme ça prendra. Du coup, je bricole mon blog, parce qu'évidemment... évidemment. Non, mais c'est une facette de mon identité, si tu veux. Donc, en réfléchissant à mon blog, je réfléchis à qui je suis, en réfléchissant à qui Forcément, je suis. C'est une extension de toi, bien sûr. À ce que je veux faire. Ouais. Et pour une fois, je prends le temps, non seulement de documenter ma démarche, mais de me poser des questions sur mon identité. Qui je suis ? C'est-à-dire, c'est pas je fais mon blog, et à partir de comment mon blog a décidé de se faire, je décide qui je suis. C'est je décide d'abord qui je suis. Et ensuite je fais mon blog et ensuite je ferai le reste et j'ai réussi à distiller ça à 3 éléments fondamentaux et c'est trois fers. Je fais 3 choses. Je lis des dizaines, des centaines de photos de moi avec un bouquin à la main. J'écris bonjour et je marche parfois d'ailleurs en même temps, et c'est un véritable problème. Je parle beaucoup des 2 premiers, enfin, que je suis quelqu'un qui lit énormément et qui écrit énormément, c'est une évidence pour tous les gens qui nous écoutent. Je parle beaucoup moins du 3e, alors que je suis un grand marcheur, et pas du genre macroniste, hein. Je marche, genre. Enfin, si je lis Craig Mott, c'est pas parce que Craig Mott il écrit bien, je lis Craig Mott parce qu'il marche, parce que j'ai envie de l'entendre écrire sur la marche, parce que j'aimerais aussi être capable d'écrire sur la marche, comme il le fait. Et ce que j'aime dans la marche, c'est-à-dire que je comprends ce que tu dis sur le rapport au corps. Je comprends que c'est quelque part ce que l'esprit fait au corps et ce que le corps fait à l'esprit. Je comprends que c'est ce qui t'attire dans la chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le rapport aux technologies. Ça m'étonne. Quelque part, c'est une absence de technologie. C'est-à-dire, pour marcher, il faut que des pieds. C'est très quel est le terme ? Analogique ? C'est pas le bon terme. Je crois pas que tu puisses faire... Non, mais si, parce que quelque part, il y a... C'est même pas un état binaire, d'ailleurs, le côté pied droit, pied gauche, pied droit, parce que c'est ton pied qui est capable de se conformer à son environnement. C'est magique. Magique, ouais. Mais en même temps, c'est un triomphe de techno. C'est-à-dire que le pied, c'est le produit de milliards d'années d'évolution. C'est ce que la nature fait de mieux, quoi, le pied. Bordel. Enfin, on se distingue par le fait qu'on est bipède, quoi. On se distingue par le fait qu'on marche, bordel. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se joue dans le rapport à la techno. C'est-à-dire, il y a absence de techno, d'accord, mais en même temps, je peux marcher plus longtemps quand j'ai une semelle intercalaire dans mes chaussures. Tu vois, sinon j'ai mal aux pieds. En plus, j'ai un pied un peu plus plat que l'autre, machin, truc. Je peux grimper des pentes très fortes, ce qui est difficile pour quelqu'un de ma taille et de mon poids, ou descendre des chemins glissants, ce qui est difficile maintenant avec mes genoux qui commencent un peu à... Quand je marche avec des bâtons, encore une fois, la technologie. Maintenant, on fait des trucs en carbone super légers et incassables, c'est magique. Et puis tout à l'heure, je disais que il faut juste nos pieds, mais enfin, il y a des gens qui n'ont pas de pieds, ou des pieds qui ne marchent pas. Et donc, pour se mouvoir, il faut une prothèse, ou il faut un fauteuil. Et je crois que c'est aussi de la marche. Et donc, il faut de la techno. Et puis, évidemment, tu as tous les gens qui utilisent des GPS, des montres connectées et tout le tout team. Enfin, Apple Watch Ultra. C'est pas nécessaire pour marcher, mais ça fait des choses sur la manière dont tu marches, sur pourquoi tu marches, et simplement le fait que tu ailles marcher. Quelque part, la technologie t'y invite. Et je dois dire qu'aujourd'hui, quand je pense à ma carrière, c'est peut-être la seule technologie que j'ai envie de continuer à explorer. Celle qui permet de marcher plus loin. Le reste commence à sérieusement me gonfler.
pour le dire de manière assez simple. Hein. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait un côté... oui, d'accord, faites, je ferai autre chose, quoi. Je ferai des papiers, je ferai des articles, enfin, je ferai des gros papiers, je ferai des livres. Faites les news, ça m'intéresse pas. Là, c'est même pas ça m'intéresse plus, il y a un côté... c'est presque hostile, quoi. C'est-à-dire que je commence à avoir de l'hostilité envers de mes collègues parce que j'ai de l'hostilité envers les technologies qu'ils couvrent. Oui. Ce qui est terrible, hein, c'est... Je les aime bien par ailleurs, hein, mais par... assimilation. Par parallélisme ou par... C'est ça, c'est par métonymie, quoi. Ils représentent un truc, tout à fait. Et ça me gonfle. Ah, je comprends ça. Mais je le dis parce que je suis persuadé que il faut que je marche pour écrire. Ouais. Enfin, j'ai besoin du mouvement, quoi. Il faut que je marche pour aller à la rencontre de ce que j'ai lu. Oui. J'ai besoin de cette tension. Et en fait, pour moi, c'est pas 3 activités distinctes, c'est la même. Tempus fugit, quoi. Le temps va vers l'avant, le corps va vers l'avant, l'esprit va vers l'avant. Tu vois l'idée ? Et ça doit expliquer mon inconfort relatif avec la réalité virtuelle. Je vais faire mon coming out. Je crois que j'aime bien Mark Zuckerberg. Gasp. J'ai écouté The Verge, je l'ai interviewé longuement cette semaine. C'est assez rafraîchissant d'entendre un patron de la Silicon Valley avec un discours structuré et genre une vision claire. Tu vois. Et ce qu'il raconte sur la réalité virtuelle est extrêmement motivé stratégiquement. Enfin, il a peur de rater le prochain virage comme il a raté le smartphone, quoi. Ouais. Mais en même temps, je crois pas que le manque d'intégrité ce soit forcément un manque d'honnêteté. Je crois que c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire, il peut être très cynique et en même temps très honnête. Très il y a sincère, une honnêteté bien sûr. dans le cynisme. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. sincère, oui. Et on verra si c'est la bonne vision, mais il est prêt à parier l'entreprise, quoi. Oui, c'est ça. Il le dit très clairement, quoi. C'est-à-dire, si on y arrive, on sera riche à 1 milliard. Si on n'y arrive pas, de toute manière, on est baisé. Donc, baiser pour baiser, autant y aller, quoi. Et je trouve d'ailleurs intéressant la distinction... c'est marrant, mais en fait, je me suis rendu compte que je mélangeais réalité augmentée et réalité mixte. D'accord. Et donc, la réalité virtuelle, c'est vraiment, t'es enfermé dans un casque, on reconstruit un environnement. Ouais. La réalité augmentée, c'est très clairement... tu vois ton environnement de tes yeux vrais et en surimpression, on superpose, ouais. Et je crois que j'ai eu du mal... Je l'ai conçu à une époque et j'ai perdu ça, cette capacité de distinguer la MR de l'AR et le côté... t'es dans un casque fermé et on reproduit ton environnement, donc un flux vidéo de ton environnement par-dessus lequel on met des choses. Et là, on est à l'étape réalité mixte plutôt que réalité augmentée. Et la VR et la MR dans une certaine mesure, le problème que j'ai avec ces technologies, c'est que ça sacrifie l'oreille interne, ça sacrifie le mouvement. Ce sont des technologies statiques. Et donc stériles. Et donc stériles. L'ordinateur me gonfle. C'est un truc statique. Je ne peux pas marcher avec un PC dans les mains. Ouais. Et la réalité augmentée, elle me met à l'aise pour d'autres raisons. Longuement écrit, les gens qui ont envie d'aller fouiller sur mon blog, ils peuvent. Mais pas pour ça. La R, à mon avis, la R, elle a du futur parce que c'est une technologie du mouvement. C'est une technologie que tu peux utiliser en marchant. Exactement. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est très intéressant. J'avais jamais pensé que... Enfin, l'idée que ce soit non seulement le mouvement, mais le mouvement initié par soi-même, en fait. Yes. Qui soit important et surtout différenciant dans l'expérience humaine. Et qui rende enfin, qui soit quelque chose de structurant pour toutes les autres expériences. Ouais, c'est super intéressant. Alors, je m'étais promis de plus dire intéressant, ça m'énerve. Parce que c'est un terme trop facile, tu vois ce que je veux dire ? C'est genre, on dit trop intéressant maintenant. Sur des trucs qu'on déteste, tu vois, je dis, oh, intéressant. Ce que je trouve drôle, c'est que tu m'as fait un procès sur mon usage du mot intéressant, qui a évidemment été coupé au montage. Tout ça pour finir à utiliser le mot intéressant toutes les 30 secondes. Évidemment, parce que je suis une petite... Enfin, là, bon, là. Je t'ai dit que les principes ne tiennent pas longtemps, ils sont fragiles, ils sont très fragiles. Mais je crois, si tu veux, que les deux choses vont ensemble, c'est-à-dire que mon obsession pour la question, le rapport au corps, le rapport aux technologies et les technologies faire la technologie en marchant et ta question sur penser en marchant, en fait, c'est la même question. Parce qu'en fait, on pense avec des appareils à la main de nos jours. Toujours. Ou aux oreilles, ou peu importe. Voilà, enfin, à la fin, il y a toujours de la technologie. Et en fait, quelque part, les seules technologies qui ont de l'avenir, c'est les technologies du mouvement. Celles qui savent bouger avec toi, quoi. Ouais. Un jour, il va falloir que j'écrive là-dessus, d'ailleurs. Il faudrait que je transcrive des parties entières du podcast. Ma question, si on reprend ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut être capable de le faire sans y penser, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un iPhone à la main, par exemple, et de le faire sans y penser ? Est-ce qu'on est capable, quelque part, est-ce que quand on a un iPhone dans la main en marchant, je déteste les gens qui font ça, mais bref, peu importe, je fais tout le temps. il se laisse la place, il se laisse l'espace d'être en mode automatique et donc de pouvoir penser.
Ou est-ce qu'au contraire, ils sont dans leur téléphone, donc ils sont dans un process où ils sont obligés de faire attention à ce qu'ils font? Non, parce que, enfin, oui, ma conviction. Alors évidemment, il y a différents cas d'usage et tout. Il y a des fois où j'ai pas mon téléphone, je l'ai dans ma poche, donc ça va. Et j'ai mon idée, et là, je prends le téléphone pour dicter mon idée. Là, effectivement, ça vient de moi. Mais c'est très facile de devenir, de passer en fait de porteur de téléphone à porteur du téléphone dans un sens. Je sais pas comment exprimer l'idée que je veux. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Le fait que, en fait, tu transportes ton téléphone avec toi plutôt que il est dans ta. Enfin, c'est lui qui te transporte, quoi. T'es son dépositaire. Porteur de téléphone, porteur du téléphone. Ouais. C'est bien dit, ça. Ouais. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien aussi. Ouais, ok. Je travaille au contenu, tu sais. C'est à croire qu'on gagne tous les deux notre vie en écrivant. Mais c'est un peu le même débat quelque part que la question de l'ennui, tu sais, le côté oui. on pouvait avoir des idées fantastiques dans le métro et maintenant on est sur notre téléphone. Ouais, non, c'est vrai. C'est un très bon point. C'est ce qui m'avait aussi motivé à prendre le vélo, entre autres points, parce que je me rendais compte que le temps de métro que je pouvais prendre à notamment lire sur une chose, je l'utilisais plus. J'en venais mon livre avec moi, je le sortais plus. Et là, maintenant que j'ai cette application pour le japonais et tout, au moins j'ai un truc qui dure au minimum 10 minutes, voire un quart d'heure. Mon trajet est de 20 minutes, ça tombe très bien. Parfait, tu vois, j'ai plus de complexe, entre guillemets, à prendre le métro, parce que c'est l'occasion, justement, de faire ça, que je pourrais pas faire à la maison, parce que je me connais, à la maison, j'ai trop de distractions et tout. Mais le jour où je le fais plus... parce que je me connais, quoi, tu vois, je veux dire, enfin, ce jour va arriver. Voilà, il faudra que je reprenne une autre stratégie. Mais bon, tout ça... J'allais citer du Lori, donc non, on va s'arrêter là, peut-être.